Chers collègues, je laisse finir la discussion du directeur général des services. Très bien, mesdames et messieurs, je vous propose d'ouvrir ce conseil municipal et peut-être juste avant, faire une petite chose, c'est d'abord de souhaiter un bon anniversaire à celui qui va faire son conseil, puisque ce soir, il y a plusieurs délibérations. Jean-Paul Quillot, très bon anniversaire. Et par provocation, parce que je sais que tu fais du miel, je t'offre un pot de miel qui est de ma production, et tu verras que chaque apiculteur considère que c'est son miel le meilleur. Et évidemment, celui-ci, je l'ai fait, au moins, il a une bonne raison, c'est qu'il a été fait avec beaucoup d'amour, donc je te l'offre avec plaisir. Et pour pas faire de jaloux, Yves le prêtre, puisque c'est ta fête, c'est votre fête, je veux faire un pot de miel aussi. Bonne fête à Yves le prêtre. Voilà. Maintenant que ces choses sont réglées, on va pouvoir commencer le conseil municipal et peut-être en vous présentant deux personnes qui sont d'abord Monsieur Chevrolier Mathurin qui est ici, si vous voulez bien vous lever. Très bien, merci. Vous faites Sciences Po à Nantes et vous êtes 1 mois et demi avec un petit découpage d'1 mois pour faire votre stage à mes côtés. C'est peut-être pas ce qu'il y a de meilleur dans votre vie, mais en tout état de cause, vous l'aurez dans votre CV. Je vous remercie, Mathurin, et bon stage chez nous. Et avant de commencer le conseil municipal, je veux ici profiter de ce conseil pour dire quelques mots à quelqu'un, monsieur le maire de Dampierre, à quelqu'un qui va nous quitter dans quelques semaines, c'est Constance Lardier. Constance, merci. C'est ton dernier conseil municipal à nos côtés. Tu es rentré dans cette collectivité, à l'agglomération et à la ville, quand j'avais la double nationalité, président-maire. En février 2025, tu es rentré comme chef de cabinet et on peut presque dire, qu'on a vécu une année l'un à côté de l'autre assez singulière pour rentrer en tant que chef de cabinet sur une année où on a un changement de municipalité et tu avais la lourde mission de gérer mon agenda. Et croyez-moi, c'est pas simple pour gérer un agenda tel que celui d'un maire et président, et c'est pas si simple. Tu avais la lourde charge aussi de gérer le protocole et tout le monde sait combien je suis passionné par le protocole et donc régulièrement tu avais à me redire les choses, à gérer à la fois les cérémonies, les inaugurations, tu avais le trait d'union entre le maire, président et le service de la communication et qui permettait parfois d'apaiser mes agacements. Et je veux ici de nouveau t'en remercier. Tu avais au quotidien à gérer toutes ces sollicitations qui sont énormes en matière de demandes de rendez-vous sur nos missions. Donc, merci d'abord pour cette partie qui est une partie ô combien importante et qui facilite la vie du maire que je suis. Tu as eu une mission particulière, celui du renouvellement du contrat du mobilier urbain, et je veux ici en profiter pour te remercier. Un travail qui est particulièrement difficile, cette délégation de services publics, où c'est une évidence, on les voit tous les jours, c'est ce mobilier urbain, mais on ne s'aperçoit pas que derrière, il y a des contrats qui sont passés. Tu as eu à le renouveler, comme il y avait 30 ans que ça n'avait pas été renouvelé. Évidemment, la mémoire collective n'existait pas. Et donc, tu as construit ce dossier. Je veux ici vraiment en profiter pour te remercier. Or, au-delà de ces dossiers particuliers que j'ai voulu mettre en avant, du travail que tu as fait, tu as traité bien d'autres dossiers, tu as été un soutien très important à mes côtés, puis tu as
tu as cette rare qualité, c'est de déminer les problématiques avant qu'elles arrivent, c'est d'être capable d'anticiper les besoins des uns et des autres, puisque c'était évidemment pas uniquement pour le maire, c'est aussi pour tous les élus. Et je veux finalement constater qu'en un an de temps, tu t'es rendu indispensable à cette collectivité. Et je veux ici, chère Constante, te remercier du travail que tu as fait. Tu as choisi de nous quitter pour d'autres horizons professionnels et un projet de vie personnel. Je te souhaite très sincèrement toute la réussite possible et beaucoup de bonheur. Tu ne peux pas t'imaginer, chers collègues, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point j'ai eu plaisir à travailler et t'avoir à mes côtés. Et je tiens peut-être aussi à te remercier, puisque je t'ai pas forcé la main, puisqu'on ne force la main à personne, mais d'avoir accepté de travailler quelques semaines supplémentaires auprès de la direction générale afin de permettre la bonne organisation administrative de ce début de mandat. Donc merci Constance et plein de réussite à toi et surtout beaucoup de bonheur pour les semaines qui vont ou les mois qui vont arriver, puisque je sais qu'il y a un événement important dans ta vie. Donc voilà, mesdames et messieurs, je voulais ici remercier celle qui a été à mes côtés pendant plus d'un an et lui dire ô combien les collaborateurs qu'on ne voit jamais, hein, les gens du cabinet, on ne les voit jamais, ils sont, ou on les voit de temps en temps, mais je veux dire, en tout état de cause, ils font un travail considérable pour les élus que nous sommes et je veux ici en profiter pour les remercier en général et bien évidemment, Constance, je le ferai pour d'autres à d'autres moments. Merci à toi et vous pouvez l'applaudir si vous en avez envie. Et comme pour certains, c'est pas trop mon habitude, hein, pour ce qui me concerne, de remercier les gens. C'est pas dans mon ADN. Moi, je considère qu'on est là, on bosse. Mais là, je considérais que c'était un moment et un temps. Et comme ce sera ton dernier conseil municipal, au moins à mes côtés, peut-être on revient parfois à ses premiers amours. Donc peut-être que dans 10 ans, dans 20 ans, tu reviendras ici. Permettez-moi d'ouvrir ce conseil municipal et d'avoir quelques personnes qui se sont excusées. Jessica Moreau s'est excusée et a donné pouvoir à Géraldine Leco jusqu'à son arrivée. Ibrahim Chenouf a donné pouvoir à Delphine Aslan. Anne Lorblin a donné pouvoir à Emmanuel de Douaret. Eugénie est arrivée, donc il n'y a plus de pouvoir. Pareil est arrivé. Marcus est arrivé. Et Jules Ricou a un coup de fil personnel et professionnel important et il devra sortir pendant quelques minutes, le temps de cette conversation téléphonique, et donne pouvoir au moment de son départ à Sophie Tubiana. Est-ce que j'ai oublié des pouvoirs? Non. Je vous remercie. Nous allons approuver le procès-verbal du 27 mars, mais pas celui du 14 avril, puisque un des secrétaires de séance, je tairai son nom, mais il est dans une minorité qui m'avait fait la remarque d'ailleurs que j'avais pris trop de conseils, de temps pour les conseils pour les comptes rendus. Bon, bref, cependant, on va délibérer sur celui du 27 mars et celui du 14 avril, on le fera le prochain coup parce que on n'a pas encore eu le temps, vous n'avez pas encore eu le temps de relire ce compte rendu. Y a-t-il des remarques sur celui du 27 mars? Non. Y a-t-il des avis contraires? Non. Des abstentions? Non plus. Merci. On validera le prochain coup, c'est-à-dire au mois de juin, celui du 14 avril et celui d'aujourd'hui en même temps. Je vous propose de mettre un secrétaire de séance. Si c'était vous le 14, ça doit être chez pour vous, soit Séverine Lécuyer, ou mettez-vous d'accord. Madame Lécuyer, très bien. Merci beaucoup. Pour la majorité, qui
crève d'envie de relire ce compte rendu. Sophie Tubiana, vous êtes formidable, vous remplacez Jules, vous lisez les comptes rendus. C'est extraordinaire, Sophie. Merci beaucoup. Bon, pas de raison fondamentale, pour le moment tout au moins. Donc, eh bien, on y va, en première délibération, qui est celui où c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc, c'est Jean-Paul Quillet qui nous présente la première délibération sur le règlement budgétaire et financier. Merci, Monsieur le maire. Oui, il s'agit effectivement de délibérer sur le règlement budgétaire et financier, donc celui-ci devant être adopté à l'occasion de chaque renouvellement, donc, et avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit ce renouvellement. Nous sommes dans les délais puisque le vote de la première délibération budgétaire aura lieu lors du conseil municipal du 16 juin où sera présenté le compte financier unique et le budget supplémentaire pour 2025 et le budget supplémentaire 2026. Je ne vais pas le lire intégralement, je suppose que vous vous l'êtes approprié. Bon, peut-être rappeler quelques grands principes. Donc, ce règlement fixe les règles relatives à l'exécution budgétaire et comptable et celles applicables en matière de gestion patrimoniale. Donc, les règles détaillées dans le présent document s'appliquent à l'ensemble des budgets de la ville, soit le budget principal et les budgets annexes. Alors, les grands principes budgétaires, pour chaque principe, il y a toujours des exceptions. Le principe de nullité budgétaire, le budget prévoit les recettes et les dépenses pour un exercice se déroulant du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile. Parmi les exceptions, bien sûr, la notion de journée complémentaire. Il s'agit là de régulariser par rapport au titre de recette et au mandat qui n'auraient pas été émis au 31 janvier et donc qui le seront au 31 décembre et qu'ils seront avant le 31 janvier et rattachés à l'exercice qui les concerne. Le principe d'unité budgétaire, c'est-à-dire que toutes les recettes et toutes les dépenses doivent figurer dans un document budgétaire unique, avec, encore une fois, les exceptions spécifiques pour les budgets annexes, puisque, comme toute structure, nous avons des budgets annexes. Le principe de l'universalité budgétaire, avec notamment la règle de non-affectation, interdiction d'affecter une recette à une dépense déterminée, avec là encore quelques exceptions, par exemple les recettes de subvention d'équipement qui sont affectées au financement d'un équipement spécifique. Le principe de sincérité et d'équilibre, une évaluation sincère des dépenses et des recettes, sans omission, majoration ni minoration. Et les sections d'investissement et de fonctionnement sont votées chacune en équilibre. Alors, s'agissant du cycle budgétaire, donc le cycle budgétaire commence par le débat d'orientation budgétaire et se termine par le compte financier unique. Alors, le débat d'orientation budgétaire, il a lieu au cours de l'année N-1 auquel se rapporte effectivement l'exercice qui va faire l'objet de la délibération. Concernant 2025, donc le 26, pardon, le débat d'orientation budgétaire a eu lieu 2 mois avant la présentation du budget qui a eu primitif, donc qui s'est déroulé en décembre 2025. Alors, c'est important ce débat d'orientation budgétaire et j'en profite pour répondre à une question qui m'est remontée. Sur le site de la mairie, à la rubrique donc vie municipale et sous-rubrique budget, vous allez trouver le rapport d'orientation budgétaire pour 2025, 2026, budget primitif 2025-2026. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de questions, beaucoup de réponses par rapport à des questions qui m'ont été remontées. Et vous avez aussi les visios des conseils municipaux qui se sont déroulés en 2025 et 2026. Alors, le débat d'orientation budgétaire qui repose sur le rapport d'orientation budgétaire, donc qui est transmis aux membres du conseil municipal, donc présente les orientations budgétaires de l'exercice, les engagements pluriannuels envisagés, la structure et la gestion de la dette, l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Donc, et bien d'autres, effectivement, bien d'autres thèmes. Alors, les différents documents budgétaires sont le budget primitif, les décisions modificatives, le budget supplémentaire, les virements de crédit et le compte financier unique. Alors, le budget primitif
Donc, c'est la première décision budgétaire de l'année. Comme je l'ai dit, il est présenté à la fin de l'année N-1. Donc, il est présenté une section de fonctionnement, le budget de fonctionnement et le budget d'investissement. Pour rappel, le budget primitif 2026, le budget de fonctionnement avait été arrêté sur la base d'une délibération de 42 613 000 euros et le budget investissement pour l'année 2026, 27 417 000 euros. Ensuite, les décisions modificatives qui viennent en ajustement du budget primitif. On ne peut pas tout savoir, tout prévoir au moment où on élabore le budget primitif, donc on est amené à faire des ajustements en cours d'année. Et le budget supplémentaire, qui est une décision modificative particulière dans la mesure où, alors on verra ça au mois de juin, elle permet de reprendre, après le vote du compte financier unique de l'année N-1, les résultats de l'exercice clos ainsi que les reports de crédit et de permettre leur affectation. Donc au mois de juin, effectivement, il sera présenté le compte financier unique et il sera proposé une affectation de l'excédent qui sera constaté. Alors, les virements de crédit qui ont lieu au sein du même chapitre budgétaire, et donc, je l'ai évoqué, le compte financier unique. Ensuite, que dire? Alors, je pense que vous connaissez effectivement les principes de la comptabilité publique en matière de séparation de l'ordonnateur et du comptable. Monsieur le maire m'appelle le chéquier. Donc, l'ordonnateur, le maire, est chargé de constater les droits et les obligations de la collectivité, ainsi en recettes de liquider les recettes, d'émettre des ordres de recouvrer des titres de recettes et en dépenses d'engager au moment de la commande, en fait, de liquider et d'ordonnancer les dépenses. Et le comptable, lui, est chargé ensuite de contrôler l'ensemble des opérations, d'analyser les preuves et de procéder au paiement. Ensuite, par rapport au principe de l'annualité, il y a bien sûr aussi des exceptions. La comptabilité, alors par rapport notamment à la pluriannualité et ce qu'on appelle le PPI, le plan pluriannuel d'investissement. Le PPI donc, est l'outil de programmation des investissements qui seront réalisés durant tout le mandat. Bien sûr, par rapport à des opérations d'investissement lourdes, elles ne sont pas réalisées la même année. Donc, on ne fait pas peser par l'ensemble du coût de l'opération sur la même année. Donc, ça donne lieu effectivement à un plan pluriannuel des investissements qui, là aussi, donc, a été présenté lors du budget primitif 2025 et qui fera l'objet aussi d'une présentation, d'une mise à jour lors de la présentation du budget primitif 2026, pardon, qui a été présenté en 2025 pour 2026 et il sera présenté aussi à la fin de l'année 2026 pour l'année 2027. Voilà, ensuite, par rapport donc à ce règlement intérieur, il y a aussi la nécessité d'identification des immobilisations et notamment l'obligation de tenir un inventaire. Vous avez au niveau des amortissements qui sont appliqués une fiche qui a été jointe en annexe qui vous explique donc les modalités d'amortissement par rapport à la valeur du bien, notamment qui sont pratiquées donc, et notamment au prorata temporis. Ensuite, quelques exceptions au principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable, donc notamment avec les régies d'avancée de recettes. Donc là, conformément au principe de la comptabilité publique, donc les comptables publics sont les seuls qualifiés pour manier les fonds publics des collectivités locales. Il est toutefois admis que des opérations peuvent être confiées à des régisseurs qui agissent pour le compte du comptable public. Donc il y a notamment les régies de recettes, pour faciliter l'encaissement des recettes, par exemple au château. Donc, il y a, ou alors s'agissant des parkings, les régies d'avance qui permettent le paiement immédiat de la dépense publique. Alors, je crois que ça peut concerner, par exemple, les artistes, m'a-t-on dit. Voilà, donc, en gros, voilà la synthèse que je peux vous faire par rapport à ce règlement budgétaire et financier, donc qui repose sur l'instruction budgétaire et comptable M57. Merci. Bien, merci beaucoup de cette présentation, de ce résumé qui
permet peut-être à chacune, chacun d'entre nous d'y voir plus clair, mais comme l'a dit Jean-Paul, toutes les orientations, le PPI, les orientations budgétaires sont évidemment sur le site de la ville, ainsi que le budget, de telle façon à la fois, ça c'est pour répondre à une question qui a été posée par écrit, Madame Lécuyer, pour que ça soit lisible pour les habitants ainsi que les conseillers municipaux, évidemment, mais vous aurez et vous avez toutes les possibilités d'avoir toutes ces données auprès de l'ADG, entre autres. Vous m'avez posé, Madame Lécuyer, quelques questions par écrit. Je vais y répondre si vous le voulez bien. Vous, celle-ci a été évidemment répondu et vous vouliez avoir un peu, est-ce que je peux comprendre bien évidemment, sur l'ensemble de la mandature, comment nous envisagions l'orchestration budgétaire de notre collectivité. C'est toujours un exercice de style que vous m'avez demandé, Madame, même si j'adore les chiffres, un peu compliqué dans un pays et dans un monde qui, tous les matins, peut bouger suivant la parole des uns et des autres. Il y a 3 ans, personne ne pouvait imaginer le taux d'intérêt. On ne connaissait pas, on retrouvait une stabilité, et là on retrouve une stabilité un peu moins stable sur le coût de la vie. Évidemment, personne autour de la table peut savoir combien le SMIC sera dans 3 ans, ou bien encore s'il y a eu des évolutions budgétaires. Et pour votre information, sur les 34 millions d'euros de fonctionnement, ça répond à une de vos questions. En moyenne, évidemment, il y en a 19,8 millions qui est lié aux charges de personnel. Alors, dès qu'il y a si on prend 3% ou 2% ou 1% sur les charges de personnel, 1% ou 2% de 20 millions d'euros, ça pèse un peu. Donc 34 millions d'euros de fonctionnement, c'est pour votre information. Or, amortissement, puisque les amortissements, c'est des écritures comptables. Donc, j'ai souhaité, dans ma réponse, pour que ça soit clair pour vous, pour chacune et chacun d'entre nous, et aussi pour les habitants, que ça soit sorti. Peut-être pour que ça soit aussi détendu, 34 millions d'euros de fonctionnement, 600 000 seulement sont utilisés pour le fonctionnement en matière d'intérêt sur notre dette. Parce qu'on se retrouve avec un certain nombre de prêts qui ont été faits à des taux d'intérêt très intéressants à un moment donné. Vous m'avez posé la question, quelle est ma vision sur l'investissement pour le mandat. Alors là, j'ai pas eu besoin beaucoup réfléchir, comme c'est écrit dans le programme 2026-2030, 90 millions d'euros d'investissement sur 6 ans. J'ai même pas pris la calculette, ça fera 15 millions d'euros en moyenne par an en matière d'investissement. Vous m'avez posé la question sur quelle est ma vision aussi sur l'autofinancement. L'autofinancement sera entre 5 et 6 millions d'euros, plus près de 6 millions que de 5. Ça veut dire que l'autofinancement, c'est combien on a de recettes, combien on a de dépenses, pour faire simple, ce qu'on dégage. Et vous verrez que c'est un exercice que je demanderai évidemment à chacun d'entre nous, qu'on explique les choses simplement. Et après, les commissions peuvent aller dans le détail. Mais ici, autour de la table, on a besoin de comprendre les choses simplement. Ce n'est pas la peine ou alors on se noie volontairement dans des chiffres où plus personne n'y comprend rien et on ne veut plus poser de questions parce que on a été dans un tel détail. L'idée, c'est vraiment de faire les choses simplement, et les commissions sont là pour répondre dans le détail. Donc, c'est ce autofinancement entre 5 et 6, plutôt plus près de 6 que de 5,
Et la dette, un objectif très clair qui est marqué aussi dans notre programme. La dette sera entre 24 et 25 millions à la fin du mandat. Aujourd'hui, elle est de 28 millions d'euros. Je rappelle pour mémoire, parce que ça me fait plaisir, et de temps en temps se faire plaisir, c'est aussi important. Elle était en 2014 à 39 800 000 euros. Cette dette, elle est aujourd'hui à 28 millions d'euros et elle sera à entre 24 et 25 millions à la fin du mandat en 2032. C'est la trajectoire que l'on s'est donnée et que l'on respectera. Eh bien évidemment, pas parce que je vais être le premier de la classe, même si ça fait toujours plaisir d'être le premier de la classe, n'est-ce pas, Jules? Et donc, ça fait évidemment toujours plaisir. En tout état de cause, je veux et je souhaite gérer cette collectivité comme un bon père de famille, alors pour ce qui me concerne, un bon grand-père de famille, et que je ne veux pas endetter cette ville. Je l'ai toujours fait quand j'étais dans d'autres responsabilités à Turcan ou ici, où j'ai apaisé les finances, parce que c'est dans mon ADN. Vous m'avez posé la question, quelles sont les priorités, les trois priorités financières que la majorité souhaite prendre. Écoutez, je vais vous offrir le programme 2026-2032 que nous avons décidé de porter. Ça sera le programme, le projet, rien que le projet. Après, on pourra les amender, ça sert à ça les commissions, mais en tout état de cause, tout ce que l'on fera pendant ce mandat, c'est dans ce petit document que je vous offrirai, peut-être même que j'y mettrai un petit mot pour vous souhaiter 6 bonnes années de travail à nos côtés. Madame Lécuyer, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Attends, je crois que j'en avais une autre derrière. Vous m'avez posé la question, quelle est ma vision sur la fiscalité de la ville? Elle est très très claire. Et comme c'est écrit aussi là-dessus, pas d'augmentation des taxes foncières bâties. Par contre, j'ai jamais dit, et je mettrai tout en œuvre, au contraire, pour que les taxes sur le logement vacant et sur le commerce vacant et éventuellement sur les résidences secondaires soient décorrélées de la taxe foncière bâtie pour qu'on puisse les augmenter. Voilà ma vision très claire et financière de cette collectivité pour les 6 prochaines années. Alors évidemment, avec tous les aléas que l'on peut avoir, et bien malin quand même aujourd'hui, celui qui sait exactement ce qui va se passer après 2027. 2026, je suis assez tranquille, y compris ce budget 2027. Les élections présidentielles nous stabilisent toujours à peu près les choses, donc à peu près tranquille, mais 2028, 2029, 2030, voilà. Celui qui sait, comme je ne suis pas Madame Irma, seulement Jackie, donc je ne peux pas savoir ce qui va se passer, évidemment. Mais c'est ma feuille de route en matière financière où je suis très très attaché à ce qu'on la tienne et on adaptera nos dépenses suivant les évolutions nationales. Voilà ce que je vous propose en réponse. Est-ce que c'est à peu près conforme aux questions que vous m'avez posées? Merci beaucoup. Merci, madame. Je vais vous proposer de passer. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le règlement budgétaire et financier? Non, s'il n'y a pas d'autres questions, y a-t-il des avis contraires? Y a-t-il des abstentions? Deux abstentions. 3 abstentions. Qui dit mieux? 4 abstentions. Très bien. Merci beaucoup. La délibération numéro 2, c'est la commission communale des impôts directs. C'est une liste qui va être présentée par, je ne le redis pas que c'était ton anniversaire, mais c'est par Jean-Paul Quillet. Ah, est-ce que, Madame Doré, vous votiez pour votre pouvoir de la même façon? Oui. Vous ferez comme ça, je vous remercie. Merci. Mais vous pouvez faire comme ça aussi, hein, ou comme ça, ou comme vous voulez, mais vous faites comme vous voulez, mais faites bien marquer si votre pouvoir vote pareil. Merci. Donc, c'est
3 et 2, 5 abstentions, pour le reste favorable. Donc, vous avez une liste, Jean-Paul, tu la présentes ou tu veux que je la présente? Non, non, mais ils sont derrière, on ne va pas donner les noms. Oui, bah, c'est la Commission communale des impôts directs, hein, une liste de présentation de commissaires à la direction départementale des finances publiques. Donc, cette commission est présidée par le maire ou l'adjoint délégué, comprend 8 commissaires titulaires et 8 commissaires suppléants. Donc, elle est constituée par le directeur départemental des finances publiques à partir d'une liste de contribuables en nombre double dressée par le conseil municipal et qui doivent remplir les conditions traditionnelles pour pouvoir effectivement figurer sur une telle liste, hein, c'est-à-dire être majeur, avoir la nationalité française, etc. Alors, il y a une liste qui vous a été remise. Si quelqu'un voulait donner un autre nom, je suis prêt à retirer un nom. Il fallait que ce soit prêt pour cette réunion. J'ai pris celles et ceux qui m'ont donné un avis favorable. On a repris une partie de la liste, sauf pour ceux qui ont déménagé ou ceux qui n'étaient plus ici pour d'autres raisons. J'ai repris, je les ai remplacés, mais si vous avez d'autres noms, je suis prêt à en enlever un ou deux pour en remettre un ou deux autres. Il n'y a aucun problème. De toute façon, en plus, ce n'est pas moi qui décide. Moi, je mets 32 noms et le préfet choisit 16 noms. Oui, Monsieur Merson, vous vouliez dire quelque chose? Oui, je voulais intervenir sur cette délibération parce que je vois que vous ouvrez la porte, donc c'est tant mieux, ça me fera peut-être une intervention un peu plus courte, mais il est regrettable que vous n'ayez pas tendu cette perche ou cette ouverture de mettre des noms différents en accompagnement de la délibération. N'ayez pas de regret, c'est la décision du maire. Le seul truc, c'est toujours faire attention et bien connaître quand on pose une question. C'est de la décision du maire, j'ai rien à demander à personne en dehors de dire que j'ai 32 noms à donner et c'est le maire qui décide. Par contre, je vous propose, et c'est ce que j'avais dit à vos deux, enfin, moi je ne parle pas à tout le monde, hein. Je ne prends pas mon téléphone pour appeler chacun des 8 membres des minorités. J'appelle ou d'ailleurs c'est les minorités, parfois c'est des minorités qui m'appellent, que ce soit Anne Norblin ou Séverine Lécuyer, et j'essaye de trouver des solutions. Là, j'ai proposé qu'on me donne des noms, on ne m'en a pas donné, rôle jeunesse, j'avance quoi. Si vous m'en donnez maintenant ou je le mettrai sans problème. C'est pour ça que je l'ai dit maintenant. Alors, est-ce que, n'ayant pas cette information, Anne Lemblin n'étant pas là, est-ce qu'on peut se permettre de reporter la délibération pour que... Attendez, laissez-moi finir, s'il vous plaît, monsieur le maire. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Reporter cette délibération pour que nous puissions apporter, qui que ce soit autour de la table, des noms complémentaires pour que la démocratie et le pluralisme puissent s'exprimer dans cette liste, ce qui n'est pas le cas. Vous le faites et vous tendez la main pour toutes les autres commissions dont on parle depuis le début de cette mandature, mais pas sur celle-là. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Vous aviez 7 jours pour, depuis que vous avez eu cette délibération, j'ai 2 mois. Pas moi qui fais les règles, hein. Moi, je les applique. Et vous verrez que souvent, on les applique et ce n'est pas obligatoire. J'ai 2 mois après la mise en place du conseil municipal pour passer cette délibération. J'ai proposé que l'on puisse changer les noms, s'il y en avait. On ne m'en a pas proposé. Mais si vous m'en proposez maintenant, ou je suis prêt à les changer, ou demain ou après-demain, il n'y a pas de problème. Il faut prendre la délibération des 32 noms. J'enlève 2 noms, ça ne pose aucun problème. Ça pose aucun, 2 noms ou 3. Alors, si vous changez les 32, vous direz non. C'est moi qui déciderai. Mais si vous me donnez quelques noms, il n'y a vraiment aucun problème. Vous savez, c'est un exercice de style de trouver 32 noms pour ce genre de commission. Qui plus est que c'est le préfet qui choisit à la fin. Donc, si vous me donnez 5-6 noms demain ou après-demain, il y a 4. Alors, les 2 groupes, hein. Les 2 groupes, vous me donnez 3-4 noms, c'est bien. 7 pour les 2 groupes, c'est ça?
3-4 noms sur les deux groupes. De toute façon, je prendrai ceux que j'ai envie de prendre. Oui, mais ça, on a bien remarqué dans la constitution de ce que vous avez fait. Mais vous c'est la avez, règle. C'est la règle. ça reste beaucoup de vos soutiens d'ailleurs. Voilà, donc, vous me donnez les noms, mais voilà, je vais dire, faites attention parce que j'ai une patience extraordinaire. Et alors, certains me disent qu'un peu trop. Mais j'ai aussi, c'est dans la qualité des gens qui ont beaucoup de patience. J'ai beaucoup de mémoire. Quand on me fait des remarques, et c'est peut-être lié à mon signe zodiacal, mais je les enregistre, je dis rien. J'accepte qu'on me donne 2-3 coups, mais de temps en temps, je renvoie l'ascenseur. Donc, voilà, j'ai proposé à qu'on me donne des noms. Donc, on reste sur le fait que d'ici la fin de semaine, nous proposions Des noms. 6 noms entre les deux équipes. Les noms que vous voulez, dans quelques noms. Fin de semaine, ça va? Bon, ben alors, pour jeudi midi, vous me donnez les noms. Merci. Et en dehors de cette date, j'entérinerai la liste que j'ai donnée. Parfait. Très bien, merci. Y a-t-il des avis contraires avec cette date limite de jeudi 12 heures? Si c'est 12h01, je ne sais pas ce que je ferai, mais 12 heures. Y a-t-il des avis contraires? Non. Des abstentions? Non. Parfait. Merci. Délibération numéro 3, c'est la commission consultative des services publics qui doit... Ah ben c'est moi qui présente cette délibération. Cette délibération, c'est une délibération qui permet, quand on a une délégation de services publics, alors je vous donne l'exemple du service public, ce qui a été fait pour les abris de bus, tout ce qui est... c'était une délégation de service public. Le casino était une délégation de service public. Alors, il y en a finalement très peu, normalement, pendant une mandature, mais je dois être le champion du monde des délégations de service public parce que j'en fais quelques-unes. Et il y en aura au moins une dans les semaines qui vont suivre, c'est le crématorium, puisque ce sera une délégation de service public, et peut-être une autre où j'hésite encore pour des raisons administratives, mais je pense que je vais aller sur je penche très fortement, et quand je dis ça, ça veut dire que ma décision est à 98% prise sur les aires de camping-car. Et pourquoi je vais vers ça, je ne vous le cache pas, c'est que ça nous donne de la matière pour aller plus loin dans nos délégations de services publics et d'aller chercher des meilleures compensations et un meilleur rendu sur telle ou telle délégation. Donc, le crématorium, c'est sûr, certainement les aires de camping-car et voilà les deux qui sont donnés. Donc, il y a un certain nombre de noms. Je vous proposerai de les voter dans sa totalité, puisque là, j'ai eu les noms. Pour ce qui nous concerne, on vous propose le maire de la ville, de toute façon c'est systématique, Jean-Paul Quillet, Delphine Aslan, Patrice Combeau, Bruno Prodhomme, Gwendal Franzo, Judith Grima, Christophe Cardet, Eugénie Klein. Pour les groupes de minorités, Jocelyn Merceron, Marc Lefieffre et Séverine Lécuyer. En matière d'association, puisqu'il faut un certain nombre d'associations, l'Association des paralysés de France, l'UNA du Saumurois, Saumur Temps Libre, les consommations, logement, cadre de vie, la vie routière, la Jeune Chambre économique, la FCPE, l'Union athlétisme du Saumurois, Habitat Jeune du Saumurois, l'Élan Saumurois, l'Aspire et l'association OSE. Tout ça nous fait le nombre de personnes qui sont possibles dans cette commission. Est-ce que d'autres voulaient être candidats sur cette commission? Non. Y a-t-il des avis contraires sur les noms que j'ai donnés? Non. Y a-t-il des abstentions? Non plus. Donc, cette commission est mise en place
et on la réunira autant de fois que nécessaire pour pouvoir faire ces délégations de services publics. Là, cette délégation, c'est Jean-Paul ou c'est moi qui la présente? C'est moi. On y va pour le centre de gestion du Maine-et-Loire, centre de gestion du Maine-et-Loire. Là, nous, on est en autonomie, entre guillemets, par rapport au centre de gestion du Maine-et-Loire, puisque toutes les collectivités qui ont plus de 350 salariés peuvent gérer leur gestion du personnel, sauf pour ce qui est des... j'ai perdu le nom. Les instances disciplinaires, et il nous faut être présents dans cette instance. Je vous propose 2 noms, Jackie Goulet-Claes et Jean-Paul Quillet. Jean-Paul Quillet est lié à sa délégation, et puis moi, parce que c'est la règle du jeu, a priori. Y a-t-il des questions sur cette présentation? En demain, si on était à moins de 350 salariés, on tomberait sous la gestion du centre de gestion. Donc là, on serait un peu plus présent au centre de gestion. Mais pour le moment, tant qu'on peut, je trouve plutôt intéressant qu'on gère la gestion complète du personnel. Et c'est le nombre de titulaires, pas tout ce qui est, toutes les personnes qui sont contractuelles, quel qu'en soit le contrat. S'il n'y a pas de questions, est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Non. Y a-t-il des avis contraires? Non. Des abstentions? Non. 1, 2, 3, 4, 5 abstentions. Très bien. Cette délibération qui est la commission locale d'évaluation des charges transférées avec la communauté d'agglomération, Monsieur le Président, il y a 4 personnes qui doivent être dans cette commission. Je vous propose les noms suivants. Alors, à quoi ça sert? Ça veut dire qu'on a eu des transferts de compétences. Au travers de ces transferts de compétences, à l'instant T, il y a eu un calcul qui a été fait et ça amène une certaine somme, quelle qu'elle soit, en positif ou en négatif. Et il y a une commission à la communauté d'agglomération qui valide les petits ou gros sous qui sont en transfert de charge. Je vais prendre un exemple, celui de l'école de musique. L'école de musique était une école municipale qui est passée, qui était une école associative, qui est passée en école municipale et qui est passée d'intérêt communautaire. Et au moment où on l'a passée, on a discuté avec la communauté d'agglomération et on s'est arrêté, alors à l'époque, à une somme de 380 000 euros de transfert tous les ans. On transfère de notre budget 380 000 euros pour gérer l'école de musique. Voilà, pour donner cet exemple, mais ça vaut pour les piscines, ça vaut pour la culture à un moment donné, puis je ne sais quoi, où on a eu un certain nombre de transferts. Donc pour ce faire, et il peut y avoir une demande suivant l'équipe, la communauté d'agglomération, de revoir les charges transférées, l'intégralité des charges transférées. Et là, il faut être évidemment présent. Donc, je vous propose les noms suivants: Jackie Goulet-Claes, Jean-Paul Quillet, Julien Aubray et Florence Métivier. Alors, pourquoi ces noms? Le maire, c'est une évidence. Jean-Paul Quillet, parce que c'est de sa responsabilité, avec Julien Aubray et Florence Métivier, parce qu'il y a les politiques de solidarité et il y a un certain nombre de sujets, entre autres sur la partie quartier prioritaire au contrat de ville, qui est sur ces sujets. Voilà ce qui vous est proposé dans cette délibération. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, y a-t-il des avis contraires? Non. Des abstentions? 1, 2, 3,
4, 5 abstentions. Merci beaucoup. Sur la charte éthique, avant que je donne la parole à monsieur le premier adjoint qui est en charge de cette partie de responsabilité sur la partie sécurité, j'ai été interpellé par, alors je ne sais plus si je dois dire les minorités, alors parfois on me dit, quand on dit je suis opposé, bon bref, je vais continuer à dire minorité. Par contre, j'ai compris qu'il fallait plutôt que je travaille sur 2 minorités qu'une seule, puisque que ce soit Anne-Laure Blin qui m'a appelé cet après-midi et Séverine Lécuyer qui m'a envoyé un long mail hier et qui m'a appelé cet après-midi, qui m'a demandé, qui m'a amené vous faire la proposition suivante. J'ai compris que vous n'étiez pas entendu sur les désignations, puisque Anne-Laure Blin voulait être présente dans cette commission de charte éthique, et puis Séverine Lécuyer aussi. Comme vous n'êtes pas mis d'accord, et comme on n'est pas obligé d'installer un ring ce soir et que je considérais que, même si j'avais eu cette proposition, qui pouvait m'amuser, mais je ne suis pas certain que je suis là pour jouer, qui pouvait m'amuser d'aller au vote. J'ai décidé, c'est une décision personnelle, j'en ai parlé à personne, qu'à une personne, c'est à Lambert Crelebois, parce que c'est sa commission et je n'ai pas l'habitude de respecter, et pas parce que c'était mon premier adjoint, c'est simplement parce que c'est sa commission. Et je lui en ai parlé. Et j'ai regardé légalement, merci monsieur le directeur général des services de m'avoir fait cette lecture, regardez également si je pouvais augmenter d'un poste. Je vais augmenter d'un poste. Comme ça, il y aura un poste pour Madame Lécuyer, un poste pour Madame Anne-Laure Blin. Et là, en commission, vous aurez le droit de vous friter si vous voulez. Mais il me semblait que ce n'était pas l'endroit ici pour le faire. Et plus on aura d'avis sur ces sujets de la charte éthique, plus ça me paraît intéressant au niveau du dialogue. Donc, je n'ai pas voulu enlever quelqu'un de notre équipe. Donc, je vais vous proposer, pour commencer, au lieu de mettre 10 postes sur cette commission, dont le maire, de l'ouvrir à 11 postes, dont le maire, évidemment. Y a-t-il des... Alors, avec cette règle, évidemment, je ne serai pas malin juste après et de mettre 9 de la majorité. Ça sera 8 de la majorité et 1 du groupe à Anne-Laure Blin et 1 du groupe à Séverine Lécuyer. Et les noms seront Anne-Laure Blin et Séverine Lécuyer. Voilà. Et je vous propose d'ouvrir à 11 postes cette commission, si vous en êtes d'accord. Y a-t-il des avis contraires? Non. Y a-t-il des abstentions? Non plus. Ben, vous voyez qu'on peut se mettre d'accord. C'est un des sujets, surtout quand ça arrange les minorités, finalement, on a plus de complétude sur les votes. En tout état de cause, voilà la proposition que je vous ai faite. Et maintenant, je passe la parole à Lambert Crelebois, merci. J'hésitais à en dire président, mais non, il n'est pas prêt. Non, Lambert Crelebois sur cette délibération. Merci. Alors, je vais rester dans la veine de monsieur le maire en matière d'apaisement et de dialogue. La sécurité, c'est un sujet évidemment complexe. Pour autant, je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut le traiter de manière la plus intelligente possible, c'est-à-dire dans le dialogue, dans la concertation et dans la rationalité, en essayant d'aborder toute la complexité de ce sujet-là. Alors, la charte qui vous est proposée ce soir, elle doit nous aider justement à ça. En posant d'abord un cadre juridique et réglementaire, en nous rappelant toutes nos obligations, de la Constitution jusqu'aux circulaires du ministre, et en posant aussi un cadre de discussion, d'échange et d'évaluation, mais j'y reviendrai. Et en n'omettant pas, évidemment, un volet éthique qui ne peut pas ne pas être pris en compte quand on parle de vidéoprotection. Alors cette charte, elle rappelle aussi ce qu'est la vidéoprotection. C'est un outil.
C'est un outil de sécurité et de prévention, et donc c'est un outil qui est à conjuguer évidemment avec d'autres outils. De ce point de vue-là, on peut parler évidemment de la présence policière, et c'est l'occasion de vous dire que nous venons d'acter 2 recrutements de policiers municipaux supplémentaires qui arriveront durant l'été, qui porteront à 9 agents la police municipale, avant qu'on continue, comme c'était prévu dans notre projet, d'augmenter et in fine de doubler les effectifs pour arriver à 14 policiers municipaux à la fin du mandat. Deuxième volet, c'est évidemment la prévention et la sensibilisation. Et le dernier volet, c'est toutes les autres politiques publiques qu'on mène et qui peuvent, à un moment donné, se conjuguer avec les enjeux de sécurité et tranquillité publique, qu'il s'agisse de sport, de culture ou de santé ou de toutes les autres politiques d'ailleurs que nous menons. Et qui participent toutes à une forme à la fois d'épanouissement individuel et de cohésion sociale. Cet outil de vidéoprotection, vous le savez, il a commencé à être déployé ces derniers mois. Aujourd'hui, nous sommes à 36 caméras installées. Alors, on est dans une phase encore d'ajustement technique, technologique, d'emplacement. Le travail est en cours. Mais ce que je peux vous dire, et ce travail il se fait évidemment en lien avec la police nationale, ce que je peux vous dire, c'est que depuis l'installation de ces caméras, nous avons eu 6 réquisitions pour pouvoir obtenir les images. Alors là, on est en phase encore d'ajustement technique et nous serons amenés à réunir pour la première fois ce comité d'éthique à l'automne, certainement en octobre, pour faire un premier bilan de tout ce qui a été fait avant d'envisager la suite du déploiement dès 2027. Et puis ce sera aussi l'occasion, je le dis parce que ce soir, on ne vous propose pas vraiment de voter, enfin, on vote évidemment la charte, mais cette première réunion en octobre sera aussi l'occasion, si nécessaire, de modifier, d'amender cette charte, puisqu'il s'agit surtout ce soir de désigner les membres du comité. Une dernière chose, ce comité d'éthique, il a 4 missions fondamentales: veiller aux libertés, au respect des libertés publiques, informer les citoyens, tous les Saumurois, sur l'existence d'un dispositif de caméra sur la ville. Une troisième mission importante, et je parlais tout à l'heure d'évaluation, c'est de faire remonter des recommandations aux maires sur ce système de vidéoprotection, des recommandations d'emplacement, de technologie, de nombre de caméras. Et ça, c'est dans une démarche vraiment d'amélioration continue et donc de dialogue entre nous. Et dernière mission fondamentale, c'est d'émettre un rapport annuel sur notre système de vidéoprotection. Je ne reviens pas donc sur la composition qui vous est proposée, non pas 10 membres comme c'était inscrit dans le document, mais donc 11, le maire, 8 membres de la majorité et 2 membres de la ou des minorités. Composition qui doit permettre, comme l'a dit le maire, à chacun de s'exprimer. Et comme je l'ai dit, c'est un sujet qui mérite discussion et pluralité. Les membres qui vous sont proposés pour ce comité d'éthique sont les suivants: le maire, Lambert Colbois, moi-même, Florence Métivier, Géraldine Lecause, Bruno Prodhomme, Christophe Cardet, Ibrahim Chenouf, Judith Grima, Bénédicte Lomdé, Anne Lorblin et Séverine Lécuyer. Très bien, merci beaucoup Lambert de cette présentation. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Oui. Sophie. Ma question, en fait, est-ce que cette commission, ce sont uniquement des élus ou est-ce qu'il est prévu, enfin moi ce que j'aurais trouvé pertinent, par exemple, un magistrat de l'ordre judiciaire, puisqu'on est en matière de liberté publique? D'accord. Il y a évidemment. Oui, c'est inscrit dans la charte. Il y a possibilité d'inviter des membres extérieurs, par exemple des personnalités qualifiées. Et si je ne dis pas de bêtises, il y a possibilité pour des citoyens saumurois de demander à être invités. Alors, ils font une demande express au maire, il faut que ce soit justifié, le cas échéant, c'est possible. Mais bon, ce qui est plutôt intéressant, c'est effectivement de pouvoir inviter des personnalités qualifiées de la police, de la défense, des magistrats, etc. Ce qu'on avait fait et ce qu'on fera, c'est inviter la commandante de police, évidemment, celui qui a la connaissance au niveau départemental sur la gestion des installations de vidéo, entre autres, madame le procureur, monsieur ou madame
la sous-préfète ou sous-préfet, et j'oublie quelqu'un, on avait pris quelqu'un des pompiers aussi. Ça aurait été bien d'envisager enfin, la présidente du tribunal de Saumur, puisque c'est... On peut. On ne l'avait pas fait, mais on va le rajouter. Il n'y a pas de difficulté pour moi. L'idée, je redis, c'est pour ça que, en dehors du fait que j'ai regardé si j'avais le droit ou pas le droit de passer à 11 plutôt que 10, l'idée, c'est de partager les choses. Évidemment, si quelqu'un d'entre nous autour de la table avait la certitude et la conviction profonde qu'il a la bonne méthode pour régler tous les problèmes de sécurité, je vous dis tout de suite, je le propose au ministre de l'Intérieur parce que ça serait. Ça serait. C'est bien plus compliqué que ça et on le sait. Donc moi, j'ai aucun problème. Je n'ai pas de religion en la matière. J'en ai qu'une, c'est d'essayer de s'améliorer au quotidien, en une amélioration continue sur ce sujet comme sur d'autres, hein, d'ailleurs. Comme sur d'autres. Mais merci beaucoup de la proposition. Je ne crois pas qu'on l'avait mis, sauf erreur de ma part, mais on le mettra, il n'y a aucun problème. Et on le fera peut-être en 2 temps, d'ailleurs. Mais ça va être une petite organisation qu'on aura avec Lambert, avec le sucre le bois. Est-ce que cette précision faite, oui. Monsieur Merceron. Une question, pardon. Vous avez parlé du recrutement de 2 policiers municipaux. Je me posais la question, quand est-ce qu'on a acté ça? C'est une très bonne chose, bien sûr. Quand est-ce qu'on l'a acté au sein du conseil municipal, la montée en puissance du recrutement de 2, premier petit A et petit B? Quand est-ce que ces policiers seront effectivement mis en place? Alors, la grille des policiers municipaux a été modifiée l'an dernier. Au dernier conseil municipal, vous y étiez, Monsieur Merceron. Donc, il y a à l'effectif la possibilité d'aller, je crois, jusqu'à 10. Et on sera en 9, je crois, ou 8. Donc, on est et on ouvre les postes au fur et à mesure qu'il y aura des besoins. J'avais dit lors de la campagne électorale qu'on ouvrira 2 postes en 2026, que l'on étudie comment ça fonctionnait, nos caméras, et qu'éventuellement on aura de l'extension en 2027. On applique juste ce qu'on a dit, mais on ira jusqu'à, d'ici la fin du mandat, tous les 2 ans, 2 policiers municipaux supplémentaires avec un maximum de 14 sur la ville de Saumur. Et donc, on avait à la grille des 2 possibilités supplémentaires. Un qui est en remplacement de quelqu'un qui s'en va et l'autre en création. Oui, c'est pour ça que j'avais regardé les délibérations de décembre et je ne les ai pas retrouvées. C'est pour ça que je vous posais la question. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on les a. Je ne pourrais pas mettre quelqu'un dans un poste sans en avoir. Non, mais c'est pour ça que je vous posais la question. Oui. Je n'avais pas souvenir, c'est pour ça que Et on ouvrira en poste supplémentaire toujours 1 ou 2 postes parce qu'il peut y avoir une opportunité. Voilà. Les policiers municipaux, ce n'est pas si simple à recruter, même si là, à ma grande surprise, on a eu plus de demandes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai décidé avec Lambert, sur proposition de Lambert, de passer, parce qu'il y en avait un, c'était en remplacement, quelqu'un part à Cholet. Donc lui, c'est en remplacement, bah, c'est poste pour poste, comme on fait, et on ne passe pas en conseil. Et comme on a eu une shortlist, dont 2 qui nous intéressaient particulièrement, on a ouvert un poste supplémentaire. Comme on l'avait. Voilà. En net, c'est plus compliqué que ça. Grosso modo, on va dire oui, mais c'est plus compliqué que ça. Puisque vous avez des gens qui étaient en maladie ou en arrêt de travail assez long. Un autre va revenir, donc en net, on sera à +2, mais bon, peu importe. Ce qui est sûr, c'est qu'on arrivera à 9 policiers municipaux. 9 plus le chien. Puisque le chien est considéré comme un effectif des polices municipales.
Donc, on sera à 14 plus 1 si vous le voulez, si vous voulez bien, ou peut-être 14 plus 2, j'en sais rien. On verra comment on fera ces opérations. Chaque moment suffit sa peine en la matière. Et c'est aussi pour ça qu'il y a cette charte et qu'on se fait un point tous les ans. Voilà. Alors, ne me reprochez pas, s'il vous plaît. Je ne sais pas d'avoir été plus vite que ce que l'on aurait pu faire. C'est un sujet qui a été très largement abordé pendant la campagne électorale. Je pense que pour cette année, la capacité budgétaire que l'on a nous amène à être capable d'embaucher ces 2 personnes supplémentaires. Et l'année prochaine, au budget, je proposerai un certain nombre de caméras supplémentaires, plus quelques points supplémentaires. Et je proposerai, même si évidemment ce n'est pas l'objet de la délibération de ce soir, mais je proposerai à la DM, de budget, la mise en place de l'accompagnement financier pour les caméras ou les systèmes de surveillance chez les particuliers à hauteur de 150 € par installation. Et je le proposerai dès juin de cette année. Ainsi que d'autres propositions, mais bon, je ne vais pas vous dévoiler tout maintenant. On va laisser les commissions travailler, mais celle-ci, c'est une certitude. C'est des points chouettes qu'on avance assez vite. OK. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Écoutez, c'est que du bonheur. Là, un sujet où on est tous d'accord. Bravo. Ça fait plaisir, M. Creux-Lebois, où il sent bien qu'il n'aura pas toujours des accords totaux. Donc, merci beaucoup sur la délibération qui suit. Et Jonathan Josse, auras-tu le même succès? Écoutez, on verra bien. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. La Maison des sports de combat est un projet structurant, engagé depuis plus de 10 ans, présenté en commission plénière en mars 2024. Elle permettra de regrouper près de 1000 licenciés autour de 9 disciplines. Située au sein du quartier du Chemin Vert, plus précisément au 1143 avenue François Mitterrand, ce nouvel équipement comprendra 5 aires de tatami, une salle de boxe, une salle polyvalente, 3 bureaux clubs et des espaces de stockage dédiés aux associations. La capacité d'accueil pourra atteindre jusqu'à 502 personnes simultanément. Les surfaces de pratique augmentent significativement, passant de 636 m² actuellement à 860 m² de tatami, soit l'équivalent de 224 m² de plus. Le dojo du Clos Coutard restera maintenu afin de continuer à accueillir les établissements scolaires et compléter les besoins des clubs. L'ouverture est prévue début juin 2026, suite à l'avis favorable de la commission de sécurité du 29 avril 2026. Le règlement de fonctionnement a pour objectif de définir les conditions d'accès, d'encadrer les règles d'utilisation, de fixer les responsabilités et de garantir le respect des règles d'hygiène et de sécurité. Les principaux clubs utilisateurs ont été associés à la rédaction de ce règlement et leurs remarques ont été prises en compte. La commission sport, affaires équestres et vie associative a rendu un avis favorable le 6 mai dernier. Donc, il est proposé au conseil municipal d'adopter le règlement de fonctionnement de la Maison des sports de combat tel annexé à la présente délibération, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires à sa mise en œuvre. Très bien. Y a-t-il des questions? Il y a une petite rectification, mais personne ne pouvait le savoir puisque c'est ces équipements permettent d'accueillir, on a mis les associations, établissements scolaires, activités municipales. Vous rajouterez sur cette délibération des services extérieurs tels que, c'est un exemple, police, pompiers, 3 petits points, pour pouvoir faire des entraînements à des horaires différents des utilisations. D'abord, pour utiliser au mieux nos établissements publics et 2, pour pouvoir laisser la possibilité, police, vous mettrez un S, parce que je ne l'ai pas mis sur ma feuille, mais vous le mettrez, pour que ce soit la police municipale ou nationale, de telle façon à pouvoir s'entraîner sur ces lieux de cet établissement de sport de combat. Excusez-moi.
Je l'ai vu en lisant chacun des documents cet après-midi. J'ai dit, tiens, ce petit truc-là, on aurait pu le mettre. Je vous propose de le mettre en direct. Y a-t-il des questions sur ce règlement qui a été vu avec les associations, qui a été vu en commission? Il n'y a pas de questions, pas de remarques. Et y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Parfait, bravo Jonathan. Je vais vous faire une précision sur cette opération, puisqu'on m'a posé la question. L'opération globale de cette maison des sports de combat est de 9 665 000 euros TTC, tout compris. Les subventions qui ont été accordées au titre de l'ANRU de la région de l'Agence nationale du sport, du FEDER et du Fonds vert est un montant de 2 542 725 euros. On a deux étages qui sont cédés dans le cadre de l'opération tertiaire à la communauté d'agglomération pour un montant de 2 420 000 euros. Nous avons la récupération de la TVA sur cette opération d'un million 498 075 euros que nous récupérons, ce qui fait un reste à charge pour la ville de Saumur de 3 204 000 euros. Voilà, une petite précision parce qu'il y a de temps en temps des petites musiques qui se promènent comme ça en disant c'est une opération qui a coûté 9 millions, oui. Mais il faut rappeler un chat avec les récupérations. Donc, c'est les récupérations et les ventes que l'on fait. Voilà pour cette maison de sport de combat. Puisque cette délibération est votée, je vous propose de passer à la délibération d'après, celle de la vente de matériel de tracteur. Et je vois que ça passionnait certains et certaines d'entre vous. On y reprendra évidemment après, si vous voulez bien. Je donne la parole à Lambert Collebois. Merci beaucoup, monsieur le maire. J'aurais pu venir avec le tracteur, effectivement, Jean-Paul, pour faire plaisir à madame l'écuyer. Alors, en prévision de la campagne de broyage 2026, la ville a décidé d'investir dans du nouveau matériel, un nouveau tracteur et l'ensemble du matériel de broyage, avec deux objectifs à l'époque, la modernisation du parc pour gagner en efficacité et évidemment l'amélioration des conditions de travail des agents en matière d'ergonomie, de maniabilité, etc. Donc, le nouveau matériel a été acheté l'an dernier, ou cette année peut-être. Sur le budget 2026, Sur le et budget il est 2026. arrivé en février. Très bien. Et donc, en parallèle, la ville souhaite mettre en vente l'ancien matériel pour lequel je vais donner quelques éléments pour Séverine Lécuyer. Donc, le tracteur avait été acheté avec l'ensemble de broyage en 2018. Au-delà du fait que la ville souhaite moderniser son parc, en vérité, le matériel de 2018 a une usure assez avancée, avec 7000 heures au compteur, ce qui dépasse la durée recommandée qui est de 5000 heures. Et puis évidemment des coûts de maintenance assez élevés qui laissent penser qu'il est plus raisonnable désormais d'acheter du matériel neuf. Et puis un matériel qui est usé, c'est aussi un matériel qui peut devenir moins confortable pour nos agents et leur santé parce qu'il devient moins maniable. Pour autant, l'équipement reste fonctionnel et peut servir à des utilisations moins intenses. Donc voilà, nous vous proposons d'approuver la mise en vente sur une plateforme de vente en ligne, ce tracteur de 2018 à un prix de départ de 52 000 euros. Et je précise que la plateforme de vente, c'est Agora Store, je pense, effectivement, qui est accessible à la fois aux collectivités qui l'utilisent beaucoup et aussi aux particuliers. Donc, madame l'écuyer, si vous avez envie d'acquérir un tracteur, n'hésitez pas, on vous enverra le lien. Très bien. Au-delà de la blagounette, on a environ 400 kilomètres de bords de route et de fossés, de haies à tondre tous les ans. En 2017, quand j'ai été élu maire, j'ai décidé de changer ce matériel, première fois, tout simplement parce qu'il était plus souvent en panne qu'en fonctionnement.
Et on l'a acheté neuf. Très belle, un très beau matériel. Mais entre le moment de 2017 et maintenant, on a fait 98 000 € de travaux de réparation, puisque bah, c'est du matériel qui est très sollicité et qui s'abîme particulièrement. C'est pour ça que les entreprises privées qui font pour les collectivités ou pour des privés les changent très, très régulièrement, c'est-à-dire c'est 5 000 heures maxi, de telle façon à pouvoir avoir du matériel qui fonctionne. Pour deux raisons, c'est essentiel, au-delà de ce qu'a dit Lambert sur la qualité de travail, qualité des personnels au travail. Au-delà de ça, quand on prend, et là on va comprendre dans quelques jours, on a eu beaucoup d'eau, donc là en ce moment c'est presque de la rigolade de le faire. Visiblement cette semaine, ils annoncent en fin de semaine jusqu'à 30 degrés, 32 degrés, très chaud, et pendant au moins une dizaine de jours, je peux vous assurer que là, la pousse de l'herbe pousse à une vitesse grand V. Et allô, monsieur le maire, ça sonne assez fortement parce qu'un tel ou tel endroit, c'est pas sécurisé et je ne sais quoi. Donc c'est hyper important qu'on n'ait pas un matériel, cher Bruno, puisque tu avais cette responsabilité avant, qui soit en panne. C'est pour ça que nous avons mis au budget de 2020, en décembre 2025 pour 2026, 250 000 € d'achat de cet ensemble qui est, alors là par contre, qui est du top, mais dans 5 ans, 7 ans, il nous faudra recommencer cette opération. Mais ça vaut pour les balayeuses, hein. Les balayeuses, ça vaut entre 180 000 et 250 000 € suivant les cas. On nous en faut au moins 2, voire 3, et ça dure 5 ans maximum. Et évidemment, personne ne le sait ici, mais pour nettoyer cette ville, il faut 2 à 3 balayeuses, et chaque balai qui est autour des balayeuses, il y en a 2 balais minimum, voire 3 si on a sur les côtés, et chaque balai a une durée de vie de 35 heures, comme d'ailleurs le temps de travail. Donc toutes les semaines, on change les balais des balayeuses, et les balais valent environ 300 € le jeu. Voilà, pour vous dire juste combien toutes ces opérations qu'on ne voit pas, hein, personne ne voit, que c'est bien normal, mais ça me donne l'occasion, et à la limite, merci, parce que ça m'a permis de travailler un peu plus profondément sur ces petits détails. Alors, les balayeuses, c'est parce que j'ai été en voir une électrique que je trouve ça plutôt intéressant. Alors, je ne sais pas si j'arriverai à la mettre au budget, mais en tout cas, je trouve ça plutôt intéressant, là, pour le bruit, pour le confort des personnels, pour les petits trucs qu'on a du mal à faire et qu'on fait à la main. Voilà. Et c'est évidemment l'avis de Pierre Collebois ou de moi, donc à présent. C'est des sujets qui m'intéressent. Alors j'y vais pas bien volontiers, mais c'est pas juste des grandes délibérations, c'est aussi de regarder tous ces détails qui permettent de pouvoir répondre aux besoins des Saumurois. Alors après, est-ce qu'on y arrivera? Je crois qu'on revient avec ma balayeuse. Est-ce qu'on arrivera à mettre 180 000 € supplémentaires au budget pour passer cette balayeuse, que je trouve particulièrement intéressante en centre-ville et dans toutes les petites rues, et qui nous permet d'augmenter la qualité de propreté de notre ville. Et le bruit, évidemment, même si on a vachement travaillé. Pour le bruit, Sophie, on ne commence jamais au même endroit. C'est-à-dire, le lundi, on construit l'acier, le mardi à tel endroit, de telle façon à ce que les horaires ne soient pas toujours. On fait un jeu de telle façon à ce que ça soit le moins perturbant possible. Mais si on le fait à partir de 9 h du matin, tu peux plus, ou 10 h, tu peux plus le faire parce qu'il y a trop de monde dans la rue, il y a trop de voitures, trop de. Ah, voilà. Bon, juste un peu été plus loin sur ce sujet. Est-ce qu'on est d'accord pour vendre cet matériel 52 000 € minimum? Sa valeur résiduelle à aujourd'hui est de 33 000 €. Mais on considère que comme on a un entretien supérieur à la moyenne, et on l'a estimé à 52 000 €. Oui, Vincent Guibault. Alors, monsieur le maire, merci de ces précisions, parce que c'est vrai qu'on avait un manque de transparence. Donc, je suis un peu novice aussi dans le. Non, mais on ne savait pas pourquoi. Un manque d'information, pas un manque de Manque transparence. Manque d'information.
Par contre, est-ce qu'on sera au courant du prix qui va être vendu ce tracteur à la fin? Et comment vous allez réinvestir cet argent? Parce que le nouveau tracteur est déjà acheté. Ben, on va changer les chaussures de Lambert. Non, non, évidemment, il est remis dans le budget général. Quand c'est les petits matériels, écoutez, puisque vous m'en donnez l'occasion, je vais vous raconter. 2017, quand je suis arrivé à la mairie, je suis allé aux ateliers communaux. Mais ça, c'est l'avantage d'être vieux et d'être un vieil élu. Et je me suis dit, il doit y avoir un bazar partout. Et j'ai fait tous les ateliers. Et effectivement, il y avait des matériels qui avaient servi, certains beaucoup, d'autres très peu, et il y en avait de partout. Donc j'ai donné une règle à Patrick Grima et à Yves le prêtre, et je leur ai dit, ben voilà, je vous propose de vendre tout le matériel. Et comme vous me faites toujours une liste à la Prévert de matériel que vous avez besoin, je vous donne 200 000 euros pour acheter le matériel classiquement, renouvellement du matériel. Alors d'ailleurs, je suis monté à 250 000. Et tout ce que vous allez vendre, je vous le remets en plus pour acheter du matériel que vous auriez eu besoin, mais que vous n'avez pas, j'ai pas donné assez dans les 250 000. C'est particulièrement efficace. On a fait de la place, beaucoup de place. On a sécurisé les ateliers parce qu'il y avait des matériels qui étaient ici, qui étaient dangereux finalement parce que tu n'arrivais plus à passer. Puis en plus, on a pu changer le matériel. Et je vous en donne un autre exemple sur les tronçonneuses. J'ai décidé de ne plus prêter les tronçonneuses. C'est beaucoup trop dangereux, c'est une problématique. Les tronçonneuses étaient prêtées le week-end. Finalement, on avait des tronçonneuses qui servaient plus le week-end que la semaine. On a diminué par 3 la flotte. Mais l'argent, je l'ai redonné pour qu'ils rachètent d'autres matériels ou des matériels plus adaptés. Alors pour les 52 000 euros, je vais plutôt les mettre en provision. Cela, peut-être que j'en aurai une partie, mais une provision de telle façon à pouvoir aller plus loin dans l'achat de matériel. Évidemment, vous ne l'avez vraisemblablement pas vu. Et je peux le comprendre et je n'ai pas de remarques négatives quand je dis ça. Mais la flotte de matériel, de véhicules de la ville de Saumur a été très largement rajeunie. Il y avait une moyenne de 100 à 150 000 euros donnés par an sur le matériel. Je suis passé la première année à 250 000 et aujourd'hui une moyenne entre 300 et 450 000 euros, de telle façon à avoir du matériel, comme l'a dit Lambert, au-delà qu'il soit de qualité, parce que c'est aussi l'image de notre ville, eh bien qu'il soit confortable en utilisation pour les personnels et ergonomique, de telle façon à éviter l'usure des uns et des autres. Et puis tenir compte des problématiques. Je prends les souffleurs. Les souffleurs électriques, ça paraît rien du tout, mais c'est entre 500 balles et 1000 balles quand c'est des souffleurs de professionnels. Et on avait eu l'habitude d'avoir que des thermiques. Et ça a été difficile de faire passer petit à petit des souffleurs électriques parce que les personnels n'en voulaient pas obligatoirement. Et maintenant, tout le monde en veut, c'est évident, pour le bruit, et c'est beaucoup plus intéressant. Puis je prends cet exemple, et puis je pourrais en prendre bien d'autres. Mais une partie, donc tout le petit matériel qui est revendu, il est remis en plus de leur somme. Sur des gros matériels comme ça, j'ai peut-être regardé un peu pour diminuer mon... Allez, vous avez compris que j'étais plutôt intéressé à cette histoire de balayeuse. On va regarder avec beaucoup d'attention, balayeuse électrique. On va regarder avec beaucoup d'attention si on a la possibilité de se le faire cette année. Si vous ouvrez une commission, monsieur le maire, je suis mécanicien agricole. Donc, J'ai proposé vos services de mécanicien agricole à Lambert-Crolevoix qui va être très intéressé. Est-ce qu'il y a des avis contraires à ce qu'on vende sur la plateforme Agora Ah, vous avez une question? Oui. Le matériel, ça intéresse toujours. Ah, mais je vois que ça vous passionne. Moi, oui. Tout autant que moi. Donc, du coup, j'ai une question, mais qui est beaucoup plus large. Quelle est la flotte que nous disposons à la ville de Saumur et est-ce que l'établissement de cette liste
est partageable aux conseillers que nous sommes. La liste est partageable. On a 108 véhicules sur la ville de Saumur. On en avait 124 à une époque et j'ai souhaité qu'on rationalise et on continue à rationaliser puisque on a un objectif de continuer à diminuer le nombre de véhicules thermiques ou électriques au profit de vélos et de d'autres véhicules de déplacement. Par rapport pour les tracteurs, on ne va pas passer. Il y a peut-être pas dans le PV, mais on va vous donner la liste sans problème. Oui, monsieur Collebois. Toute cette liste est indexée de toute façon au compte administratif, enfin au compte financier unique désormais. Donc chaque année, vous avez la liste en annexe, donc vous l'aurez en juin. Donc en juin de chaque année ou au printemps de chaque année. Très bien. C'est pas pour autant qu'il faudra essayer de racheter tel ou tel véhicule. Par contre, le tracteur, si vous l'achetez à 52 000, vous faites une proposition. Il y aura peut-être des offres. C'est assez étonnant. Hein. On a des tracteurs qu'on a mis à 5 000 balles, parce que c'est des vieux tracteurs qui ont été vendus 15 000 euros sans problème. Puis d'autres qui n'ont pas été vendus. Faites attention, on a quand même plusieurs agriculteurs autour de la table. Je ne dis pas qu'il partira à 52 000. Ok, bon, allez, petite compète entre la majorité et la minorité qui va acheter ce tracteur. Avant qu'on puisse l'acheter, est-ce que vous acceptez qu'on le vende? Y a-t-il des avis contraires? Non, des abstentions? Non plus. Merci beaucoup. C'est Lambert qui nous présente l'histoire d'enfouissement de réseau. Merci, monsieur le maire. Donc, enfouissement de réseau, je vais parler des délibérations 9 et 10 en même temps, si vous m'y autorisez, monsieur le maire, même s'il y aura 2 votes séparés. Qu'il s'agisse du quai Comteler ou de la rue du Pont-Fouchard, vous avez tous remarqué que les travaux d'enfouissement ont commencé. Mais il y a une raison technique et calendaire pour ce sujet, c'est qu'effectivement, ces travaux qui étaient prévus avec le CIEMEL a envoyé à la collectivité le détail des avant-projets et les conventions le 20 mars. Bon, chacun sait qu'entre le 20 mars et maintenant, il n'y a pas eu tellement d'occasions et de conseils municipaux qui étaient propices à passer ces 2 délibérations. Donc, on le fait maintenant, mais il est vrai que d'habitude, et c'est normal, on passe la délibération avant, évidemment, de commencer les travaux. Mais je tenais à vous donner cette explication parce qu'effectivement, ce n'est pas instinctif de se dire qu'on passe maintenant une délibération pour des travaux qui ont commencé en mars pour le quai Comteler et en avril pour la rue du Pont-Fouchard. Cette précision étant donnée, il s'agit donc dans les 2 cas, en amont de projets de réaménagement, d'effacer les réseaux et pour ce faire, étant donné la complexité technique des sujets et la multiplicité des maîtres d'ouvrage, de déléguer cette compétence, de transférer temporairement notre maîtrise d'ouvrage au CIEMEL, donc le syndicat d'énergie du Maine-et-Loire. Pour le quai Comteler, la participation de la ville, elle est estimée à 658 000 euros et je vous épargne le détail, vous l'avez dans la délibération, mais ça concerne en tout cas les réseaux de distribution d'électricité, le génie civil de télécommunications, l'éclairage public, etc. Et pour la rue du Pont-Fouchard, la participation de la ville, c'est 1 141 000 euros avec 2 phases, une première à 714 000 euros et une seconde à 426 000 euros. Ces enfouissements, donc, ils ont commencé et ils sont nécessaires donc, pour les projets de réaménagement dans un cas comme dans l'autre. Je précise, même si ce n'est pas l'objet de cette délibération non plus, que ces projets, ils sont en cours de définition dans les 2 cas, qu'il s'agisse de la rue du Pont-Fouchard, où évidemment on a de forts enjeux à plusieurs titres en matière de circulation, de sécurité, de pistes cyclables, de vitalité commerciale. Pour le quai Comteler, les enjeux sont un petit peu différents, mais on a des enjeux de valorisation touristique et paysagère, une voirie qui est en mauvais état. Donc les projets sont en cours de définition et dans les 2 cas, ils feront évidemment l'objet de concertations ici en interne dans les commissions prévues à cet effet, dès lors qu'on aura
un projet assez abouti pour vous le présenter et en discuter. Et puis évidemment, concertation aussi avec les habitants, avec les commerçants, notamment pour la rue du Pont-Pouchard. Il y a déjà un groupe de travail qui commence à se constituer, qui va être réuni. On prévoit des réunions publiques. Bon, voilà, là, on est sur l'enfouissement de réseau. Et puis ensuite, on sera vraiment dans la définition du projet et une phase de concertation pour arriver à un projet qui convient à peu près à tout le monde et qui pourra être lancé. Ensuite, je crois que j'ai tout dit pour ces deux délibérations, monsieur le maire. Oui, parfait. Dans les réseaux, on prévoit systématiquement désormais la possibilité d'avoir un ou deux tuyaux de plus, entre guillemets, à la fois pour passer la fibre, mais aussi pour passer l'éventuelle installation de caméras ici et là. Et donc, tout ça, c'est prévu dans les enfouissements de réseau. Voilà, y a-t-il des questions? Oui. Monsieur le premier adjoint, je me permets juste, comme vous l'avez fait constater, que c'est un petit peu dommage que cette délibération arrive pour acter des agissements. Hein. Au niveau juridique, c'est un peu fort de café de faire ça plus d'un trimestre après, même si tout était prêt. J'entends. La question que je me suis posée, c'est qu'on avait vu que c'était la première phase des travaux et qu'il y en avait d'autres à venir. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Et puis avoir, par exemple, une idée de semestre de fin de travaux. Vous parlez de la deuxième phase sur la rue du Pont-Fouchard, sur le calendrier. Alors, je me tourne vers les services sur le calendrier que je n'ai pas en tête. Fin décembre 2000. On en a pour l'année, en gros, sur l'enfouissement de réseau sur la rue du Pont-Fouchard. Et après, les travaux de réalisation, alors on va commencer par Quai Contelher, puis après Pont-Fouchard. Quai Contelher, donc là, on va finir les travaux d'enfouissement cette année. Quai Contelher, ça va être des travaux sur 2027 et 2028 minimum. C'est des travaux colossaux, hein. Il y a des renforcements de rues pour des soutènements, voilà. Des soutènements de rues, et puis après, il y a l'aménagement, comme vient de dire Lambert. Et sur la partie Pont-Fouchard, on est sur des travaux 2027, 2028, voire 2029. Là aussi, c'est des travaux ô combien importants, mais c'est très facile à faire. Très facile. C'est possible à faire par phase et ça n'empêchera pas la vie évidemment locale et le tout, comme vient de le dire, on va essayer de le faire avec Delphine sur un travail au moins de consultation, participation. Alors, je suis toujours très prudent sur les mots au sujet, mais on va au moins informer un maximum, écouter, entendre pour essayer de mieux répondre dans les deux cas possible, même si on sait qu'on ne répondra jamais à tout le monde, parce qu'entre celui qui voudrait qu'il n'y ait plus une voiture, d'autres qui voudraient que le stationnement soit juste et uniquement devant chez lui pour lui, et puis celui qui voudrait qu'il n'y ait que des vélos, et bon, voilà, on sait très bien que c'est des compromis, et c'est tout le travail et l'art qu'on a à faire d'ici la fin de l'année sur ce sujet. Mais ça fait partie des trois grands projets qui démarrent, c'est les quais, Contelher et le traversée de Bagneux en matière de voirie. C'est vraiment les trois grands projets qui sont démarrés. Et puis en matière de bâtimentaire, au-delà qu'on ait fini la salle Le Bourg-Père, la salle des sports de combat, il y a le gymnase de Saint-Lambert-d'Évé. Voilà les quelques grands projets plus que dans les tuyaux et qui doivent évidemment sortir sans oublier évidemment les écoles qui sont Parmentier, qui sont sorties de terre, et celui de Bagneux, domaines qui sont en cours de travaux, qui devraient être finis, je crois, pour octobre ou un truc comme ça de cette année. Et c'est pas quand je dis ça, je prends les chantiers qui sont pas anodins. Hein. L'école, les travaux de domaine, c'est 500 000 à 600 000 euros. Parmentier, c'est 7 millions d'euros. La traversée de Bagneux, suivant la police, suivant les organisateurs, c'est entre 3 et 4 millions d'euros. Quai Contelher, j'ose pas m'avancer. C'est des travaux qui sont incroyablement chers
au mètre linéaire, hein, mais c'est la particularité de notre ville, hein, avec ce renfort que l'on doit avoir pour soutenir la rue. De toute façon, on n'y coupe pas, même si on voulait pas refaire le tapis. Et si on voulait faire que le tapis pour faire plaisir, ça serait pas raisonnable et même inconscient, puisque ce mur de soutènement, c'est soutènement qu'on utilise comme mot, hein, ce mur de soutènement, c'est certainement ce qu'il y a le plus important et le plus urgent à faire, bien au-delà, même s'il faut passer par là, bien au-delà de l'enfouissement de réseau qu'on vient de vous proposer et bien au-delà de ce qu'on a fait au niveau de l'agglomération sur les réseaux d'eau et d'assainissement qui ont été faits l'an dernier. Voilà, alors, oui, raison, Fabien, c'est pas dans la logique des choses. Mais si, et pourquoi, j'assume, hein, et j'assume complètement, on n'avait pas de conseils municipaux en début d'année parce que bah, il y avait les élections. Puis après, on a toute cette mise en place qui est hyper longue. On n'a pas pu le passer, entre guillemets. Et si on ne donnait pas le go, entre guillemets, au CML, on passait notre tour. Et si on passe notre tour, on perdait 1 an. Voilà, et comme c'était dans le budget, qu'on l'a voté, qu'on était tous d'accord et que c'est un sujet, je veux dire, j'étais pas maire, que tout le monde en parlait, du quai Conteler, et je pense que ce quai Conteler remonte à l'époque de Jean-Paul Hugot, où on en parlait de le faire. Donc, vous voyez, c'est pas hier matin. Alors, j'étais pas là, évidemment, c'était pas hier matin. Loupé, alors vous me direz, 1 an, on n'est plus à ça près, puisque. Et les habitants, eux, le souhaitaient vraiment. Donc, j'ai dit, bon, on ne mettra pas sur pendu haut et court sur la place publique pour cette affaire-là. Ah oui, je sais, monsieur Merceau, vous en rêvez, mais pas haut, je fais qu'à 1m65. Une toute petite précision aussi sur le calendrier. Alors, ça n'excuse pas tout et ça n'explique pas tout, mais on souhaitait aussi pouvoir passer le sujet en commission. Et les commissions n'étaient pas installées, évidemment, avant fin avril. Donc, le sujet est passé en commission le 5 mai par souci de transparence, pour reprendre un mot qu'a utilisé M. Guibault. Donc, bon, on a essayé de suivre au mieux le processus normal, passer en commission pour discuter le sujet avant de venir en conseil municipal. Mais il est clair qu'à l'avenir, on passera la délibération avant les sujets. Mais c'est une évidence et c'est ce qu'on fait d'habitude. Non, j'ai précisé tout à l'heure, on attend aussi le retour du CML avec l'avant-projet, la convention, etc. Et ça, on l'a reçu le 20 mars. Alors, c'est vrai que le timing était malheureux. Et au passage, il y a une exécution budgétaire pour pouvoir engager des travaux. Par contre, j'ai l'obligation d'avoir le budget. Et le budget, il a été voté le 15 décembre, même si ici, on le vote au 14 ou ici, on le vote très tôt. Géraldine, excuse-moi. C'est pas grave du tout, mais c'était juste un petit historique, c'est que le quai Conteler est fortement attendu par les riverains, puisque pour souvenir quand même, c'est par ici que sont passés de nombreux camions pour le doublement du pont du Cadre Noir. Donc ça fait un certain temps que la rue a été malmenée depuis ces années-là. Voilà. Ok, Lambert n'était pas né, donc il pouvait pas vous en parler. Vas-y, Bruno, et après, s'il n'y a plus rien, on va. Et sur les 2 dates, ça correspond exactement à ce que tu as dit, puisque la première, donc c'était à partir du 20 avril et la deuxième au 31 juillet pour le pont Fouchard. Mais par contre, tous les riverains ont été prévenus par le CML. On a demandé à ce qu'ils envoient un courrier, puisque c'est eux qui font les travaux. Ils ont tous été prévenus. Donc tout le monde connaît à peu près le planning. Très bien. Je suppose que de toute façon, au-delà que vous avez raison, et Fabienne, j'aurais été à votre place, j'aurais fait la même remarque au maire, et je lui aurais évidemment dit, donc je ne peux pas vous en vouloir. En tout état de cause, au-delà de cette remarque que je prends, et Lambert l'a dit, c'est l'exception qui confirme la règle. Évidemment, on fait normalement ça. Normalement, on fait ça dans
dans le bon sens. Si, au-delà de cette remarque, s'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des avis contraires? Non. Des abstentions? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 abstentions. Finalement, il suffit juste que je modifie les délibérations en donnant quelque chose. Je vais peut-être être plus tordu à l'avenir. Je vais présenter quelque chose d'hyper fermé. Vous allez me téléphoner dans la journée. Je vais le modifier. Vous voterez pour. Mais finalement, c'est pas compliqué la vie. Bon, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'on puisse faire ces travaux. On va pouvoir faire tous les travaux sans problème. Merci beaucoup. J'ai présenté les deux. Vous avez présenté. C'était les mêmes votes pour la 9 et la 10. Parfait. Merci. La libération numéro 11, c'est Astrid Lelièvre. Alors là, Astrid, on a un sacré problème, c'est qu'il y en a un paquet qui n'était pas né en 70 autour de la table. Et là, on va évidemment être embêté, mais on fait une régularisation des années 70 et je laisse Astrid, elle qui était née, pour cette présentation. Oh, j'ai l'habitude. Bon, mais ça fait rien. Donc, pour ceux qui étaient nés, et même pour ceux qui n'étaient pas nés, mais qui sont actuellement présents au conseil municipal, je vais donc vous présenter une brève délibération concernant le lotissement des cours d'eau à Saint-Hilaire-Saint-Florent. Le lotissement a été aménagé entre 1970 et 1978, donc on a peut-être quelques-uns qu'on a récupérés au passage. Par rapport à la date de naissance. Donc, il s'avère que quand il y a des découpages, et quelquefois, il y a, je dirais pas des loupés, mais les choses vont un peu vite. Et la commune devait céder des parcelles issues de divisions situées au droit de chaque lot de propriétaires et pour le franc, ceux qui n'étaient pas nés, le franc symbolique et par acte administratif. Donc, aujourd'hui, on l'a déjà vu en conseil municipal, je parle pour Fabienne et monsieur Merceron notamment, on a déjà eu ce cas lors d'un conseil municipal précédent où on avait régularisé pour d'autres personnes. Donc là, il s'agit de deux nouveaux propriétaires, enfin anciens propriétaires quand même, monsieur et madame Saunier, qui sont propriétaires 6 rue des Cordeaux et qui ont sollicité la ville pour acquérir au titre de la régularisation foncière la parcelle de terrain d'ores et déjà qui est déjà intégrée à leur propriété. Donc c'est une régularisation. Donc l'euro symbolique de l'époque, ce franc, non, oui, le franc, merci. C'est pour voir si vous suiviez, cher ami. Bah oui, c'est ça. Donc, pour le franc symbolique se transforme maintenant en 0,15 €, hein, donc une fortune. Donc voilà. Là, ce qui va coûter un peu plus cher, c'est que l'acte de vente était prévu par acte administratif. Aujourd'hui, on ne peut plus faire d'acte administratif en raison de la charge de travail au niveau de la ville. Donc, c'est en charge des frais de notaire, mais qui sont pour la ville. Donc voilà. Et c'est chez Maître Malino que se passera l'acte notarié, entre autres. Je peux vous donner comme information également. Alors voilà ce que vous voyez, les parties assurées, ce sont les parcelles qui ont déjà été cédées. Il y a des parcelles restantes encore qui sont juste dans l'encadrement rouge et des parcelles, je dirais, concernées ce jour, ce sont les parcelles qui sont rouges, complètement remplies. Voilà. Donc, je profite aussi pour dire qu'il y aura une réfection de la rue qui va être prévue à partir du 22 juin pour une durée d'une semaine. Voilà. Mais c'est pas l'affaire du siècle, mais presque, puisque c'est l'affaire des années 70. Parfait. Y a-t-il des questions? Alors, des sujets comme ça, il y en a de temps en temps, pratiquement pas à chaque conseil, mais plusieurs dans l'année. Des régularisations, bon, ça fait partie des choses qui ont été mis et oubliées, entre guillemets. Puis à un moment donné, bah, il y a l'obligation pour des successions, je ne sais quoi. Donc, bah, je suppose que ça met peu d'émotion autour de la table, sauf s'il y a des questions.
Non, s'il n'y a pas de questions, je propose de passer au vote. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Parfait. Bravo, Astrid. Délibération numéro 12 sur les élections professionnelles, et c'est Jean-Paul Quillet. Merci. Donc, les élections professionnelles vont avoir lieu le 10 décembre en France. Donc, ces élections professionnelles vont permettre le renouvellement des membres des instances représentatives des personnels. Alors, pour la ville de Saumur, donc, nous avons rencontré les organisations syndicales le 28 avril dernier pour discuter avec eux de l'organisation des élections, notamment valider avec eux un rétro-planning. Et puis aussi des deux points que je vais évoquer. Alors, dans un premier temps, c'est de créer un seul CST, un comité social territorial commun entre la ville et le CCAS. Donc, le comité social territorial, vous le savez probablement, donc, est une instance qui est consultée, qui émet des avis, et notamment sur tout ce qui peut concerner l'organisation, les organisations de travail. Ensuite, nous avons aussi effectivement échangé avec eux sur un autre sujet, celui du maintien du paritarisme. Les textes, en fait, nous donneraient la possibilité que les représentants de la collectivité siègent en nombre supérieur au sein de ces instances, ce qui ne serait pas un bon signe pour le dialogue social. Donc, la proposition, la délibération qui est proposée aujourd'hui, c'est de maintenir le principe du paritarisme au sein de ce comité social territorial. La présentation que je vous fais concerne aussi, la 13, c'est comment s'appelle-t-elle cette instance? La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, ancien CHSCT, et cette instance, effectivement, ayant un périmètre sur l'hygiène et la sécurité, donc dans le cadre des conditions de travail. Donc voilà, pour ces deux délibérations, le principe, c'est de prévoir un CST et une formation spécialisée commune entre la ville et le CCAS, et de prévoir donc un fonctionnement en parité, donc un nombre égal de représentants de la ville et du personnel. Merci. Très bien, y a-t-il des questions sur ces organisations? Non, je vous propose de passer à la délibération numéro 12 et numéro 13. 12 pour commencer, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Non, parfait. La 13, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Non, parfait. Merci beaucoup. La délibération numéro 14, c'est la convention pluriannuelle de mise à disposition des moyens au CCAS par la ville de Saumur, et c'est Jean-Paul Quillet. Oui, alors c'est très rapide en fait, hein. C'est du formalisme. Effectivement, lors du dernier conseil municipal, d'ailleurs, nous vous avons proposé de valider une mise à disposition donc, de la ville d'un agent vers le CCAS. Mais nous avons eu un échange effectivement sur le fait qu'il n'y avait pas plus de convention cadre, la convention cadre étant arrivée à échéance. Donc aujourd'hui, la délibération porte sur une nouvelle convention cadre, hein, donc pour permettre ensuite effectivement que ces mises à disposition puissent se faire. C'est du formalisme. Oui, monsieur Merceron. Comment pouvoir délibérer alors qu'on n'a pas la convention? Oui. Tous les élus ici présents autour de la table n'ont pas l'antériorité, monsieur le directeur général des services. Il ne s'agit pas de savoir si c'est de la faute. C'est juste pour être consciencieusement, pour donner un vote et délibérer sans la pièce jointe. C'est très compliqué. Très bien, je vous l'accorde, on la décale en juin. On n'avait qu'à mettre les conventions, on l'aura le prochain coup, c'est dans un mois, ça ira très bien et on paiera un peu plus tard.
c'est pas très grave en soi, puisque le CCAS, ça lui permettra de garder un peu de trésorerie, puisque c'est le CCAS qui paye vers la ville. On ne facturera pas tout de suite. Très bien. Je vous l'accorde, on aurait dû joindre en pièce jointe cette convention qui est reconduite tous les 3 ans. Non, 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 c'est pas des postes, c'est tous les 3 ans, c'est juste pour facturer les services supports, les ressources humaines, les finances, puis je sais pas trop quoi, les loyers, voilà. Mais on va leur mettre le prochain coup, on passera ça en juin, vous l'aurez, et voilà. Autant je force la main de temps en temps quand on n'a pas le choix, là c'est pas très grave, c'est de la trésorerie qu'on paiera plus tard, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez nous excuser. La libération numéro 15, c'est l'accroissement temporaire d'activité. Oui, donc là encore, il y aura probablement les mêmes observations que lors du précédent conseil municipal. Donc, il s'agit de présenter des décisions qui sont prises, notamment de renfort, par rapport à l'accroissement temporaire d'activité, c'est-à-dire de l'événementiel notamment. La délibération du conseil municipal est obligatoire depuis le mois de février l'année dernière dans ce domaine. Donc, cela dit, je vous dis mon grand étonnement, hein, parce que là encore, on va vous présenter une délibération sur, in fine, des décisions qui sont prises ou, voilà, bon, voilà, je suis étonné parce que, comme vous le savez, je suis ancien directeur d'hôpital. S'il avait fallu à chaque fois que l'on a un renfort à réaliser, que l'on demande la délibération du conseil de surveillance, le conseil de surveillance aurait été obligé de siéger tous les soirs, 7 jours sur 7. Donc, je ne sais pas ce qui a pris au législateur de... Enfin voilà, bon, c'est un exercice obligatoire. Donc, les renforts, sachant qu'en plus, il y a toujours la frontière entre la notion de renfort et de remplacement. Vous verrez, parfois, in fine, quand on n'arrive pas à remplacer, mais en attendant de trouver pour remplacer, on renforce. Alors, donc, direction des services aux familles, donc ludothèque, c'était une animation spécifique, donc un poste d'adjoint d'animation du 4 au 7 juin 2026 à raison de 37 heures sur la période. Donc là, pour le coup, c'est effectivement une délibération qui est prise par rapport à une décision, enfin, qui n'est pas encore mise en œuvre. Est-ce que vous votez à chaque fois ou est-ce que à la fin? Non, à la fin. En intégralité. Parce que sur la crèche Chauvet-Chanzy, donc un poste de responsable adjoint de crèche pour 10 mois à temps complet, rémunération en référence au cadre d'emploi d'éducateur de jeunes enfants. Donc là, effectivement, il s'agit aussi d'une situation d'arrêt maladie pour laquelle il n'y a pas vraiment une lisibilité avec des reconductions périodiques. Un poste d'éducatrice de jeunes enfants du 16 mars au 30 juin, donc à temps complet. Sur le service école temps scolaire, un poste d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, donc à temps complet du 16 mars au 23 août 2026, et un poste d'ATSEM à temps non complet, 34 heures hebdomadaires, du 1er avril au 19 juillet 2026, et ça, c'est en attendant effectivement de connaître les effectifs à la rentrée. Service animation enfance-jeunesse, secteur temps éducatif, un poste d'animateur à temps non complet, 7 heures hebdomadaires du 1er mars au 3 juillet 2026. Et la direction des moyens techniques, service entretien du patrimoine bâti, logistique et maintenance, un poste de mécanicien à temps complet pour 6 mois. Et pour le pôle magasin, un poste de magasinier à temps complet pour 3 mois. Il s'agit là de recruter par rapport à des personnes qui sont en arrêt. Très bien. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur Merceron. Je vais vous paraître d'un tatillon pas possible ce soir, mais je suis désolé, la délibération ne compte qu'un seul poste. Poste d'adjoint d'animation du 4 au 5 juin. Et vous avez ce que vous avez cité, monsieur Quillet, est sûrement vrai, hein, mais à la délibération, on n'a qu'un poste à voter.
Pardon, il y a effectivement, Apparemment, effectivement, au niveau de la commission des finances, on a représenté des situations de l'an dernier. Donc, d'accord. D'accord, bah, eh ben, ok, d'accord, donc du 4 au 7 juin. Pour le coup, c'est conforme. non, Non, alors, on a représenté, là, on m'a redonné au niveau de la commission des finances, effectivement, les postes qui avaient déjà été soumis, semble-t-il. C'est ça? Un précédent conseil. Lors du conseil municipal précédent. Donc, le seul présenté aujourd'hui, c'est le premier, effectivement, du 4 au 7 Les autres juin. ont déjà été passés, en fait, c'est ça? Comment? Les autres ont déjà été passés. Ils ont déjà été passés, oui, tout à fait. Oui. Donc, c'est le premier, effectivement, les autres ont déjà été passés. ok. Bon, C'est le poste d'adjoint du 4 au 7 juin, d'animation, d'adjoint d'animation du 4 au 7 juin 2026. C'est ça. pour 37 heures. De 37 heures sur la période, oui. Très bien, merci. Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je propose de passer au vote. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Non. Sur ce sujet, sur l'accroissement temporaire d'activité, j'ai saisi notre députée Saumur Sud, puisque j'ai déjeuné avec elle pour d'autres sujets, et je vais, semaine prochaine, proposer un courrier pour qu'on puisse poser une question au gouvernement pour assouplir ces affaires-là, parce que tous les matins, en se levant, on nous dit qu'il faut assouplir l'administratif et on passe du temps. Parce que là, c'est presque rigolo, on a 15 délibérations. Mais quand on a 45 délibérations, c'est un peu moins rigolo parce que on peut passer beaucoup de temps sur des détails et on arrive en au bout de 3 ou 4 heures, 5 heures, 6 heures, parce que ça a été jusqu'à 6 heures de conseil municipal, plus personne n'en peut plus et c'est comme ça qu'on passe du temps pour rien. Donc j'ai demandé, pas le seul sujet, mais j'ai demandé à ce qu'on puisse assouplir. C'est pas moi qui peux le faire, hein, bien évidemment, mais a priori, elle va s'en saisir. Voilà ce qui vous est proposé. Écoutez, j'ai eu une demande de rendez-vous de la députée de Saumur Sud. Et quand je suis avec un député, je parle niveau national. Quand je suis ici au conseil municipal, je parle au niveau local. Donc, j'ai été saisi par notre députée, la députée Saumur Sud, et je lui ai parlé des 3-4 dossiers. Elle avait 3-4 dossiers à me faire passer aussi hein, sur la ville, mais moi, je lui ai fait passer mes 3-4 dossiers, c'est mon rôle. Donc, je voulais juste vous en informer après avoir délibéré. Vous avez vu en lecture le compte-rendu des décisions que j'ai été amené à prendre depuis le 19 mai. Y a-t-il des questions? Très bien. S'il n'y a pas de questions, on a pouvoir maintenant lever la séance et fêter l'anniversaire de Jean-Paul, puisque derrière, il a prévu un pot pour à la hauteur de ses années. Allez, bonne soirée.